Une serveuse offre un bol de soupe chaude à deux orphelins tremblants de froid. 20 ans plus tard, une limousine luxueuse s'arrête devant elle, et ce qui suit va vous faire bouillir de rage. Imaginez une femme ordinaire, pleine de bonté, brisée par la jalousie mesquine d'une ambitieuse sans scrupules. Si cette histoire vous révolte autant que moi, likez cette vidéo pour montrer votre soutien à la vraie justice et commentez justice pour Marie, pour que nous soyons des milliers à crier contre l'injustice. Partagez votre propre histoire d'injustice dans les commentaires et voyons ensemble comment la gentillesse triomphe toujours. Plongeons maintenant dans cette saga qui va vous tenir en haleine, une histoire vraie inspirée de faits qui pourraient se passer n'importe où en France, où la neige tombe drue et où les cœurs humains se révèlent dans toute leur noirceur ou leur lumière. C'était une journée d'hiver impitoyable, de celle où le vent du nord siffle comme un loup affamé à travers les rues étroites d'une petite ville française nichée au creux des collines, Glenmire, un endroit où les traditions se mêlent à la dure réalité de la vie quotidienne, où les boulangeries exhalent encore l'odeur du pain frais, mais où la pauvreté frappe comme un coup de poignard. Marie Dupont, une serveuse discrète au restaurant Golden Fork, un modeste établissement aux nappes à carreaux et aux chaises en bois usé, essuyait le comptoir d'un geste mécanique, ses mains rougies par le froid, qui s'infiltrait malgré les vitres embuées. Elle avait 30 ans à peine, un visage doux, encadré de cheveux châtains, attachés en un chignon simple, comme ces femmes des campagnes françaises qui portent le poids du monde sans se plaindre, inspirées par l'esprit de solidarité que l'on trouve dans les récits de Zola ou les films de Truffaut. Mais ce jour-là, la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre, laissant entrer une bourrasque glaciale qui charriait des flocons comme des larmes gelées. Deux enfants apparurent, Julien, un garçon de 13 ans au regard farouche, sa veste déchirée laissant voir un pull trop fin pour le froid polaire, et Sophie, sa petite sœur de 8 ans, pieds nus dans des chaussures trouées, un bonnet rose effiloché sur la tête, ses joues pâles comme la neige qui recouvrait le parking. Ils étaient orphelins, abandonnés par un destin cruel, errant depuis des jours après la mort tragique de leurs parents dans un accident de voiture que la ville avait vite oublié, préférant murmurer des ragots plutôt que d'aider. Marie leva les yeux, et son cœur se serra comme un poing. Comment pouvait-on laisser des enfants ainsi, dans ce froid qui mord la chair jusqu'aux os? Sans un mot, elle sortit de derrière le comptoir, s'agenouilla pour être à leur hauteur, et murmura d'une voix douce, imprégnée de cet accent provincial qui chante comme une berceuse, « Venez, mes petits, il fait trop froid dehors. Asseyez-vous. » Julien serra Sophie contre lui, méfiant, ses yeux noirs scrutant Marie, comme s'il avait déjà appris que les adultes pouvaient être des monstres déguisés en bienfaiteurs. Mais la faim et le froid l'emportèrent. Ils s'assirent sur les tabourets rouges, tremblants. Marie, sachant qu'elle enfreignait les règles strictes du restaurant, pas de charité sans autorisation, sous peine de renvoi, se tourna vers la cuisine et versa un bol fumant de soupe au poulet, ajoutant 2 tranches de pain croustillant beurré, un geste simple mais chargé d'une humanité qui fait la grandeur de l'âme française, rappelant ses actes de résistance discrets pendant l'occupation. Elle posa le bol devant eux, et Julien hésita, mais Sophie, avec un regard innocent qui transperça Marie, murmura « C'est chaud ». Ces mots innocents firent monter une boule dans la gorge de Marie, car elle savait que la chaleur n'était pas seulement dans la soupe, mais dans ce rare moment de compassion dans un monde glacial. Ils mangèrent lentement, Julien partageant équitablement avec sa sœur, comme un petit protecteur, et Marie les observa, le cœur battant, sachant que si le gérant la surprenait, ce serait la fin. Mais comment pouvait-elle tourner le dos? En France, pays des droits de l'homme, où l'on célèbre la fraternité, ignorer des enfants affamés serait une trahison à l'esprit républicain. Pourtant, dans l'ombre, Isabelle Leclerc, la gérante adjointe, une femme ambitieuse aux cheveux blonds impeccables, au tailleur serré soulignant une silhouette calculée, observait depuis le bureau en mezzanine, ses yeux verts plissés par une jalousie venimeuse. Isabelle, originaire d'une famille bourgeoise de la région, avait gravi les échelons en marchant sur les autres, falsifiant des rapports pour impressionner le patron, Robert Martin, un homme bedonnant obsédé par les profits. Elle détestait Marie, cette serveuse aimée des clients pour sa gentillesse, qui recevait des pourboires généreux et des sourires sincères, tandis qu'Isabelle, malgré ses efforts pour paraître parfaite, n'obtenait que des compliments forcés.
Ce jour-là, voyant Marie offrir la soupe, Isabelle sentit une rage bouillonnante monter en elle. Comment cette paysanne osait-elle briller plus qu'elle? Elle sortit son téléphone discrètement et filma la scène, un sourire froid aux lèvres, pensant déjà à la façon dont elle transformerait cet acte de bonté en crime. Les jours suivants, Marie continua en secret à aider Julien et Sophie, leur apportant des restes emballés comme des commandes oubliées, les cachant près du hangar à l'arrière du restaurant pour qu'ils survivent à la nuit. Elle leur offrit même une couverture usée et un verre de lait chaud, apprenant leur nom et gravant leur visage dans son cœur. Sophie, un soir, lui tendit un petit dessin froissé. 3 silhouettes blotties dans la neige, un mouchoir flottant au vent, un cadeau touchant qui fit fondre Marie. Mais la tempête s'annonçait. Une nuit de blizzard, les enfants ne vinrent pas, et Marie, rongée d'inquiétude, rentra chez elle, où sa mère Louise, une veuve fragile atteinte d'une maladie pulmonaire chronique, l'attendait sous une lampe jaunâtre, tricotant une écharpe avec des mains tremblantes. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, ma fille », murmura Louise. Mais Marie répondit « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» C'est alors que la trahison frappa. Isabelle, n'ayant pas pu filmer les enfants cette nuit-là, utilisa quand même la vidéo précédente pour accuser Marie de vol de nourriture. Le lendemain, Robert la convoqua, Isabelle à ses côtés avec son sourire triomphant, et montra la vidéo tronquée, effaçant toute trace de compassion. « Vous traitez notre stock comme votre propriété ?» tonna Robert, ignorant les explications de Marie sur les restes destinés à la poubelle. Isabelle ajouta, venimeuse. « C'est une menace pour notre réputation. Imaginez si les clients apprennent qu'on donne des déchets aux mendiants. » Marie, outrée, répliqua, « Ce ne sont pas des déchets. Ce sont des enfants qui meurent de froid. » Mais rien n'y fit. Elle fut licenciée sur le champ, sans indemnité, jetée dehors comme un chien galeux. Pire encore, Isabelle, dans un accès de cruauté qui fait bouillir le sang, lança des rumeurs sur les réseaux sociaux locaux, via un faux compte, accusant Marie de vol systématique, de revendre la nourriture au marché noir, transformant une sainte en voleuse. Cela atteignit Louise, qui, déjà faible, eut une crise en apprenant la disgrâce de sa fille, finissant à l'hôpital, les factures s'accumulant comme une avalanche. Marie, dévastée, jura de se venger en silence, mais le twist arriva quand, en fouillant dans les poubelles du restaurant pour des preuves, elle trouva un vieux reçu falsifié par Isabelle, prouvant que celle-ci avait trompé des clients en surévaluant des commandes pour empocher la différence, un scandale qui aurait pu la ruiner s'y révéler. Mais Marie, trop bonne, garda le silence pour l'instant, préférant reconstruire sa vie. La rage monte, n'est-ce pas? Comment une femme comme Isabelle peut-elle détruire une vie par pure envie dans un pays où l'on prône l'égalité? Les semaines passèrent, Marie erra de porte en porte, cherchant un emploi. Mais les rumeurs d'Isabelle avaient empoisonné la ville. Les patrons la regardaient avec suspicion, les voisins murmuraient dans son dos. Jean, un vieux boulanger ami de la famille, tenta de l'embaucher en secret, mais Isabelle, apprenant cela, le menaça d'un boycott via ses contacts, forçant Jean à reculer, larmes aux yeux. « Je suis désolé, Marie, mais elle est puissante maintenant, » dit-il. Marie, seule avec Louise dont l'état empirait sans soins adéquats, toucha le fond. Une nuit, elle trouva Julien et Sophie blottis dans une ruelle, affamés, et leur donna ses derniers sous, mais Isabelle, passant par là en voiture, klaxonna méchamment, criant « Des parasites comme vous salissent la ville !» Ce fut la goutte d'eau. L'indigné explosa en Marie, qui confronta Isabelle le lendemain au restaurant, mais celle-ci, avec un ricanement, révéla qu'elle avait payé un détective pour suivre Marie, accumulant des preuves fabriquées. Twist inattendu. Marie découvrit que Isabelle avait autrefois abandonné un enfant illégitime pour préserver sa carrière, un secret chuchoté par une ancienne collègue, ajoutant une couche de hypocrisie à sa méchanceté. La tension monte, le cœur bat la chamade. Comment cette vipère peut-elle prospérer tandis que les bons souffrent? Marie, brisée mais résiliente, décida d'ouvrir son propre petit refuge, Good Spoon, dans un local délabré, servant des soupes gratuites aux démunis, inspiré par l'esprit des soupes populaires des révolutions françaises. Mais Isabelle, sentant la menace, intensifia ses attaques.
Elle envoya des complices simuler des intoxications après avoir mangé chez Marie, causant une panique où un enfant innocent, un petit garçon nommé Pierre, faillit mourir d'une allergie exacerbée par le stress, un acte odieux qui fit hurler de rage la communauté, mais dirigé contre Marie. La police enquêta, Isabelle témoignant avec des larmes de crocodile. « J'ai toujours su qu'elle était dangereuse. » Marie, innocente, fut interrogée des heures, son nom traîné dans la boue des journaux locaux, Louise agonisant à l'hôpital sans visite possible. Le Far Nord culmine. Comment tolérer une telle injustice, où la jalousie tue presque un enfant? Twist choquant. En fouillant plus loin, Marie trouva des emails hackés par un ami hacker anonyme, prouvant qu'Isabelle avait orchestré l'intoxication avec Franck, un ancien cuisinier corrompu, pour éliminer la concurrence. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Isabelle frappa plus fort, faisant fermer temporairement Good Spoon sous prétexte sanitaire, laissant des dizaines de sans-abri dans le froid. Marie pleura seule, serrant le dessin de Sophie, jurant que la justice viendrait. Et 20 ans plus tard, elle vint, mais d'abord, la souffrance s'intensifia. La ville de Glenmere, avec ses marchés animés et ses cafés où l'on débat passionnément comme dans un salon philosophique à la Voltaire, devint un enfer pour Marie. Les clients qu'elle avait servis avec sourire refusaient maintenant de la saluer, crachant des insultes « voleuse »,« charlatane ». Isabelle, promue gérante, paradait en ville, organisant des galas de charité hypocrites où elle collectait des fonds pour des orphelins, ironie cruelle, tout en sabotant les efforts de Marie. Un soir, Julien et Sophie, ayant fui la ville après une descente de police orchestrée par Isabelle qui les accusait de mendicité illégale, laissèrent un mot déchirant. « Merci, Marie, mais on doit partir avant qu'elle nous attrape. » Le cœur de Marie se brisa. Elle imagina les enfants errant seuls, et sa rage contre Isabelle devint une tempête intérieure. Ajoutant à l'horreur, Louise, sa mère, succomba à sa maladie, murmure sur son lit de mort. « Ne laisse pas la haine te consumer, ma fille. » Mais comment ne pas haïr quand Isabelle, apprenant la mort, envoya une couronne de fleurs anonymes avec un mot moqueur, « Condoléances pour votre perte, de tout. » C'était trop. Marie, folle de chagrin, confronta Isabelle publiquement au marché, criant « Vous avez tué ma mère avec vos mensonges !» La foule, manipulée, se rangea du côté d'Isabelle, qui joua la victime. « Cette folle m'attaque !» Marie fut arrêtée pour trouble à l'ordre public, passant une nuit en cellule, humiliée. Twist effroyable. En prison, une codétenue révéla qu'Isabelle avait payé pour faire disparaître des preuves d'un accident passé où elle avait conduit ivre, blessant gravement un piéton, un secret qui, si révélé, la ruinerait. Libérée, Marie jura vengeance, mais la vie la broya. Sans emploi, sans famille, elle vendit ses biens pour survivre, dormant parfois dans Good Spoon fermé. Les années passèrent dans cette agonie, Isabelle prospérant, mariée à un riche entrepreneur, Franck devenant son bras droit dans une chaîne de restaurants. Mais le destin tourne. 20 ans après, une limousine s'arrêta devant le Good Spoon rénové modestement par Marie, et Julien, maintenant un magnat de la tech, descendit avec Sophie, artiste renommée, prêt à révéler tout. Mais avant cela, l'injustice avait culminé quand Isabelle, apprenant leur retour, tenta un dernier coup. Empoisonner la soupe de Marie lors d'un événement communautaire, causant une hospitalisation massive, y compris d'enfants, un acte monstrueux qui fit exploser l'indignée collective. Twist ultime du chapitre. Julien, ayant engagé un détective, découvrit qu'Isabelle était la conductrice responsable de l'accident qui avait tué leurs parents, couvrant le crime pour éviter la prison. La rage est à son comble. Justice doit être faite. Si vous bouillez intérieurement, likez et commentez justice pour Marie, pour que cette histoire inspire le changement. Continuons. Marie, après sa libération, erra comme un fantôme dans Glenmere, ses pas lourds sur les pavés humides, évitant les regards accusateurs qui la transperçaient comme des dagues. Elle repensait sans cesse à Julien et Sophie, se demandant s'ils avaient survécu, si sa gentillesse avait au moins sauvé 2 vies dans ce tourbillon de malveillance. Isabelle, de son côté, régnait sur Golden Fork comme une reine despotique, imposant des heures supplémentaires sans paye à ses employés, falsifiant les comptes pour gonfler ses bonus, un comportement qui évoquait les pires patrons des romans de Balzac.
Un jour, Jean, le boulanger, osa confronter Isabelle. « Vous avez détruit Marie par pure envie. » Mais elle riposta en répandant des rumeurs sur sa boulangerie, accusant de produits avariés, forçant Jean à fermer boutique, ruiné, et à quitter la ville, laissant sa famille dans la misère. C'était un coup bas de plus, amplifiant l'indigné. Comment une femme pouvait-elle détruire tant de vies sans remords? Marie, apprenant cela, sentit une fureur volcanique monter, mais elle canalisa son énergie dans la réouverture clandestine de Good Spoon, servant des repas aux ombres de la nuit, aux sans-abri qui murmuraient des remerciements. Pourtant, Isabelle veillait. Elle envoya Franck, son complice bedonnant au regard fuyant, saboter le local en crevant les pneus de la camionnette de livraison de Marie, causant un accident où Marie se blessa au bras, passant des semaines alitées sans assurance. Le phare Nour gronde. Cette persécution incessante, cette cruauté gratuite. Twist glaçant, en soignant sa blessure, Marie trouva une lettre anonyme de Franck, rongée par la culpabilité, avouant qu'Isabelle l'avait forcée à témoigner contre elle, sous menace de révéler son passé de petit délinquant. Cela alluma une étincelle d'espoir, mais Isabelle, flairant le danger, fit disparaître Franck en le mutant dans une autre ville, le payant pour se taire. Les mois devinrent des années de lutte, Marie aging prématurément, ses cheveux grisonnants, son dos voûté par le poids de l'injustice, mais son esprit restait aiguisé comme une lame de guillotine. Elle collecta des preuves en secret, des témoignages chuchotés par d'anciens employés terrorisés par Isabelle, qui avaient escaladé jusqu'à diriger une chaîne régionale, mariée à un politicien local corrompu qui couvrait ses méfaits. Un soir d'hiver, rappelant la nuit fatidique, Marie reçut un appel anonyme. « Ils reviennent. Julien et Sophie. Préparez-vous. » Le cœur battant, elle se prépara, mais Isabelle, informée par ses espions, lança une ultime attaque, une campagne médiatique accusant Marie d'exploitation d'enfants, fabriquant des photos truquées où elle semblait forcer des mineurs à travailler. La ville explosa en scandale. Des manifestations devant Good Spoon, des pierres jetées aux vitres, Marie barricadée dedans, terrorisée. Fer Nour maximal. Des innocents accusés, des vies brisées par des mensonges. Twist explosif. Sophie, de loin, vit les nouvelles et reconnut Isabelle comme la femme qui avait fui la scène de l'accident parental, un lien fatal qui scellerait le destin. La limousine arriva enfin, Julien descendant avec une aura de puissance, serrant Marie dans ses bras, murmurant « Nous savons tout. Justice sera faite. » Mais cela, c'est pour le chapitre suivant. Pour l'instant, rageons ensemble contre cette injustice flagrante. Likez si vous êtes révolté et commentez Justice pour Marie pour amplifier le cri. Marie, après cette nuit de terreur, se releva avec une détermination farouche, réparant les vitres brisées de ses mains tremblantes, jurant que Good Spoon survivrait comme un phare dans la nuit. Isabelle, de son bureau luxueux, riait en lisant les articles diffamants, sirotant un café, ignorant que le vent tournait. Jean, de retour incognito, apporta du pain frais à Marie. « Tiens bon, la vérité éclatera, mais la souffrance continuait. Une petite fille, orpheline comme Sophie, tomba malade après avoir mangé une soupe empoisonnée par un sbire d'Isabelle, un acte qui fit hurler Marie de rage impuissante. Les médecins luttèrent pour la sauver, et Marie veilla à son chevet, rappelant ses nuits avec Louise. Fer Nour insoutenable, attaquer des enfants pour assouvir une vengeance personnelle. Twist sombre. La petite fille était en fait la nièce de Franck, qui, apprenant cela, décida de trahir Isabelle, envoyant des preuves à Julien par courrier anonyme. Les rouages de la justice se mettaient en marche, lentement mais inexorablement, comme dans un thriller de Hitchcock. Marie, épuisée, trouva solace dans les souvenirs, serrant le dessin de Sophie comme un talisman. 20 ans de tourments, mais la fin approchait. La limousine, symbole de revanche, marquerait le tournant. Ragez avec moi, amis, et crions pour la justice. L'ascension de la haine et les abysses de l'injustice. Si le premier chapitre vous a fait bouillir le sang, préparez-vous à une rage décuplée, car ce qui suit va vous faire hurler de colère contre un système qui protège les vipères et piétine les âmes pures. Imaginez une femme comme Marie, déjà brisée, jetée au loup par une Isabelle sans cœur, et pourtant, la cruauté ne s'arrête pas là. Si cette montée en puissance de la malveillance vous révolte,
likez cette vidéo pour amplifier notre cri collectif et commentez justice pour Marie, pour que des milliers de voix s'unissent contre ces injustices qui gangrènent notre société française, où la fraternité devrait régner, mais où l'envie pourrit tout. Partagez vos propres histoires de trahison dans les commentaires et voyons comment ensemble nous pouvons allumer la flamme de la vérité. Plongeons maintenant plus profondément dans cette spirale infernale où l'indigné grimpe à des sommets insoutenables dans les rues de Glenmere qui puent la hypocrisie, rappelant les sombres intrigues des Misérables de Hugo où les puissants écrasent les humbles sans remords. Les jours suivants, le renvoi de Marie furent un calvaire absolu, un tourbillon de mépris et d'isolement qui la rongeait comme un acide versé sur une plaie ouverte. Errant dans les rues pavées de Glenmere, sous un ciel gris comme l'acier d'une guillotine, Marie frappait à chaque porte de restaurant, de café, de boulangerie, son CV froissé dans la main, un document taché de larmes invisibles qui racontait 8 ans de loyauté impeccable au Golden Fork. Mais partout, les regards fuyants, les sourires forcés, les nous vous rappelleront qui sonnaient comme des sentences de mort. Pourquoi ? Parce qu'Isabelle, cette harpie ambitieuse, avait tissé une toile d'araignée venimeuse sur les réseaux sociaux et les ragots de village, postant anonymement des accusations vicieuses. Attention à Marie Dupont, virée pour vol au Golden Fork, elle revend la nourriture aux clochards pour se faire du fric. Des photos truquées, des témoignages falsifiés par Franck, ce cuisinier corrompu qui léchait les bottes d'Isabelle pour un avancement promis. La ville entière, cette Glenmere si fière de ses marchés provençaux et de ses fêtes populaires, se transforma en un tribunal populaire où Marie était jugée coupable sans procès, comme dans les heures sombres de la Révolution, où les dénonciations anonymes envoyaient des innocents à l'échafaud. Jean Moreau, le vieux boulanger au visage buriné par des décennies de four à pain, un ami de longue date de la famille Dupont, osa braver la tempête. Il offrit un poste à Marie dans sa petite boutique odorante de baguettes croustillantes et de croissants dorés, un geste de solidarité qui rappelait l'esprit des compagnons du devoir français. « Viens, ma petite, on va montrer à cette sorcière ce que vaut la vraie amitié », grommela-t-il en serrant son poing cailleux. Mais Isabelle, flairant la rébellion, frappa comme un cobra. Elle envoya des mails anonymes aux fournisseurs de Jean, accusant sa boulangerie d'hygiène douteuse, et posta sur le groupe Facebook local des photos volées montrant des miettes par terre, des miettes qu'elle avait elle-même semées lors d'une visite incognito. Les clients fuirent, les commandes chutèrent, et Jean, acculé, dut fermer boutique, laissant sa femme et ses enfants dans la précarité absolue. « C'est elle, cette Isabelle, elle m'a menacé au téléphone. Si tu aides Marie, je te ruine », confia Jean à Marie en larmes, avant de quitter Glenmere comme un exilé, emportant avec lui un morceau du cœur de la ville. Fur Noor explosive. Comment une femme pouvait-elle détruire une famille entière par pure mesquinerie, dans un pays où l'on chante la Marseillaise pour la liberté? Marie, seule maintenant, avec le fantôme de sa mère Louise hantant ses nuits, décida de transformer sa rage en action. Elle loua un local délabré au bord de la ville, un ancien lavoir humide et poussiéreux, et y installa Good Spoon, une soupe populaire inspirée des traditions charitables des couvents français, servant des bols fumants gratuits aux sans-abri, aux veuves, aux orphelins qui erraient comme des ombres. Chaque matin, elle se levait à l'aube, choisissant des légumes frais au marché malgré les regards hostiles, cuisinant avec amour des potages nourrissants, ajoutant une pincée d'herbe provençale pour rappeler les saveurs de la terre natale. Les premiers clients furent des hommes barbus aux yeux creux, des femmes épuisées par la vie, des enfants au ventre gonflé de faim, et Marie les accueillait sans jugement, avec un sourire qui défiait l'adversité. « Mangez, reposez-vous. Ici, vous êtes chez vous, murmurait-elle, évoquant l'esprit de l'abbé Pierre et de ses Emmaüs. Good Spoon devint un havre, un petit centre communautaire où l'on échangeait des histoires autour d'une table bancale, où la gentillesse se propageait comme la chaleur d'un feu de cheminée en hiver. Sur le mur, Marie accrocha une photo jaunie de Louise souriante, et à côté, le dessin froissé de Sophie, un talisman contre le désespoir. Mais Isabelle, apprenant l'existence de ce refuge, vit rouge. Comment cette misérable osait-elle briller à nouveau, volant la vedette à ces galas de charité factice, où elle posait en robe chic pour des photos Instagram? Elle ourdit un plan diabolique avec Franck, son fidèle complice,
Un homme grassouillet au passé trouble, ancien petit voleur reconverti en exécuteur des basses œuvres. Une nuit, Frank s'infiltra dans Good Spoon, versa un produit chimique inodore dans les réserves d'eau, causant une intoxication collective le lendemain. Des dizaines de personnes, y compris des enfants innocents, vomissants, fiévreux, hospitalisés en urgence. Parmi eux, un petit garçon nommé Pierre, âgé de 5 ans, un orphelin que Marie avait recueilli comme un fils, qui frôla la mort, son petit corps convulsant sur un lit d'hôpital, les médecins luttant pour le sauver. C'est un empoisonnement délibéré, hurla Marie aux autorités, mais Isabelle avait tout prévu. Elle témoigna anonymement, accusant Marie d'incompétence, et posta des articles viraux. Scandale à Good Spoon. La voleuse du Golden Fork empoisonne les pauvres. La presse locale, avide de sensationnel, s'empara de l'affaire, transformant Marie en monstre, des manifestations rageuses devant son local, des pierres jetées, des insultes hurlées, assassine, sorcière, Fernor à son paroxysme. Attaquer des enfants, risquer leur vie pour assouvir une jalousie maladive, dans une France qui se vante de protéger les vulnérables, Marie, effondrée, veilla au chevet de Pierre, tenant sa main minuscule, jurant vengeance tandis que les larmes coulaient. Comment peut-on être aussi cruel? Twist choquant. En enquêtant discrètement avec l'aide d'un ancien collègue hacker, Marie découvrit des emails entre Isabelle et Frank, prouvant le sabotage, mais pire encore, révélant qu'Isabelle avait abandonné un enfant illégitime il y a des années, une fille confiée à l'adoption pour ne pas entacher sa carrière ascendante, une hypocrisie qui faisait bouillir le sang, car Isabelle posait en mère modèle lors de ces événements. « Cette femme est un démon masqué », murmura Marie, serrant les preuves comme une arme. Mais Isabelle frappa plus fort. Elle usa de ses connexions avec son mari politicien pour faire fermer Good Spoon définitivement sous prétexte sanitaire, laissant les démunis dans le froid, errant comme des spectres. Jean, de retour en secret, apporta du soutien. « Tiens bon, Marie, la vérité éclatera. » Mais il fut menacé à nouveau, sa maison vandalisée avec des graffitis accusateurs. La spirale infernale continua. Marie, sans ressources, dormit dans les rues qu'elle avait autrefois aidées, mendiant pour survivre, tandis qu'Isabelle paradait en limousine, inaugurant de nouveaux restaurants, accumulant richesse sur le dos des opprimés. Un soir, Marie trouva un mot anonyme. « Julien et Sophie vivent, ils savent tout. » Un espoir fragile, mais Isabelle, sentant le danger, lança une campagne de diffamation ultime, accusant Marie d'exploitation sexuelle d'enfants via de faux témoignages payés, un mensonge si odieux que la ville entière se souleva en haine, des foules enragées exigeant son arrestation. Fernor insurmontable. Salir une innocente avec des accusations abjectes, détruire son âme après son corps. Twist glaçant. Pierre, le petit garçon sauvé de justesse, révéla en sanglotant que Frank était son oncle, forcé par Isabelle à commettre l'empoisonnement sous chantage, un lien familial brisé par la cupidité. Marie, armée de cette révélation, contacta un avocat pro bono, Marcus Lefebvre, un homme droit inspiré par les idéaux de la Révolution, qui promit « Nous la ferons tomber ». Mais avant, la souffrance culmina quand Isabelle, apprenant pour Marcus, fit pression sur son cabinet, le ruinant financièrement, forçant un délai agonisant. Les années passèrent dans cette tourmente, Marie aging comme une fleur fanée, mais son esprit aiguisé, collectant des preuves comme des munitions. Isabelle, au sommet, ignorait que Julien, devenu un entrepreneur puissant, et Sophie, une artiste engagée, suivaient tout de loin, préparant leur revanche. Un jour, une enveloppe anonyme arriva chez Marie, des photos d'Isabelle fuyant la scène d'un accident ancien, l'accident qui avait tué les parents de Julien et Sophie. Twist explosif. Isabelle était la conductrice ivre responsable, couvrant le crime avec des pots de vin, un secret qui, révélé, la détruirait. L'indignée. Atteint des sommets vertigineux. Non seulement jalouse, mais meurtrière impunie. Marie, tremblante, serra l'enveloppe. Enfin, la justice. Mais Isabelle, flairant le piège, tenta un coup désespéré. Kidnapper Pierre pour le faire taire, un acte monstrueux qui échoua quand Jean intervint, sauvant l'enfant au péril de sa vie, se blessant grièvement. Hurlements de rage,
toucher à un innocent une fois de plus. Marcus, renforcé, déposa plainte, mais Isabelle contre-attaqua avec des faux témoins, prolongeant l'agonie. 20 ans de calvaire, mais la limousine de Julien approchait, portant la vérité comme une épée de Damoclès. Ragez avec moi, likez si votre cœur saigne, et commentez justice pour Marie, pour que cette voix résonne. La suite va vous électriser. Marie, après l'incident avec Pierre, se cacha, protégée par une poignée de fidèles comme Marcus et Jean, convalescents mais déterminés. Isabelle, paranoïaque, embaucha des détectives pour la traquer, répandant des rumeurs que Marie avait fui avec des fonds volés. La ville, manipulée, la haïssait plus que jamais, des pétitions pour son exil circulant comme un virus. Fer nord bouillonnante, une communauté entière aveuglée par les mensonges, twist sombre, Sophie, en secret, était la fille abandonnée d'Isabelle, un ADN matché par Julien, un lien sanguin tordu qui ajouterait du drame à la confrontation finale. Marie, ignorant cela, priait pour un miracle, serrant le dessein comme un rosaire. Les nuages s'amoncelaient, la tempête de justice approchait, prête à balayer la corruption, le retour des ombres et l'explosion de la vérité. Si les chapitres précédents ont allumé en vous une étincelle de rage, préparez-vous à un incendie furieux qui consumera tout sur son passage, car ce qui suit va vous faire trembler de colère contre une injustice qui pue la corruption et la bassesse humaine. Imaginez 20 ans de souffrance accumulée, une femme comme Marie piétinée, sans relâche par une Isabelle monstrueuse, et maintenant, le destin frappe à la porte avec une vengeance qui fait froid dans le dos. Si cette escalade de la malveillance vous met les nerfs à vif, likez cette vidéo pour hurler votre dégoût et commentez justice pour Marie. Pour que notre cri collectif ébranle les fondations de cette hypocrisie française où l'on parle de liberté mais où les puissants écrasent les justes comme des insectes. Partagez vos histoires de trahison impunies dans les commentaires et unissons-nous pour que la vérité triomphe enfin. Plongeons dans cette apothéose de la kitsch-tigne où l'indigné atteint des sommets himalayens dans les rues de Glenmere qui résonnent encore des échos de l'injustice, évoquant les drames shakespeariens où la vengeance se savoure froide mais brûlante. 20 ans s'étaient écoulés depuis le renvoi infâme de Marie du Golden Fork, 20 ans de tourments qui avaient sculpté son visage en un masque de résilience stoïque, ses cheveux grisonnants noués en un chignon austère, ses yeux bleus hantés par les fantômes du passé, comme ces héroïnes des romans de Maupassant qui endurent l'indicible sans plier. Good Spoon, ce refuge modestement reconstruit après tant de sabotage, avait survécu comme un miracle, servant des milliers de bols de soupe aux déshérités de Glenmere, devenant un symbole discret de la solidarité française, inspiré des cantines populaires des grèves ouvrières du XIXe siècle. Marie, maintenant dans la cinquantaine, travaillait sans relâche, aidée par une poignée de volontaires fidèles, comme Marcus Lefebvre, l'avocat pro bono au regard perçant et à la cravate impeccablement nouée, un homme imprégné des idéaux de la Déclaration des droits de l'homme, qui avait juré de traîner Isabelle devant les tribunaux. Mais Isabelle Leclerc, cette vipère au venin inépuisable, avait gravi les échelons jusqu'au sommet. Gérante d'une chaîne de restaurants luxueux, mariée à un politicien véreux, elle paradait en robe couture lors de galas mondains, posant pour des magazines comme une icône de la réussite féminine, tout en masquant sa noirceur sous un vernis de philanthropie factice. Elle n'avait jamais oublié Marie, cette épine dans son pied, et 20 ans plus tard, apprenant que Good Spoon gagnait en popularité via des articles élogieux dans la presse locale, elle lança une campagne de bois Niort ultime, plus vicieuse que jamais. Des accusations anonymes sur les réseaux sociaux, fabriquant des preuves de maltraitance d'enfants, affirmant que Marie exploitait les mineurs pour des travaux forcés, les affamant pour économiser sur la nourriture. Regardez cette hypocrite qui se fait passer pour une sainte tout en abusant des innocents, postait-elle via des faux comptes, joignant des photos truquées où des enfants sales semblaient crier de douleur près de Good Spoon. La ville, déjà empoisonnée par des décennies de ragots, explosa en une hystérie collective. Des manifestations enragées devant le refuge, des pancartes hurlant pédophiles, monstres, des pierres volant à travers les vitres, forçant Marie à se barricader à l'intérieur, le cœur battant comme un tambour de guerre. Fernor titanesque. Accuser une femme qui a sauvé des vies d'abus sur enfants,
Dans une France qui se targue de protéger l'enfance, avec des lois comme la Convention des droits de l'enfant, c'était un sacrilège, une profanation de tout ce qui est sacré. Pierre, le petit garçon jadis empoisonné, et maintenant un adolescent rebelle élevé par Marie comme un fils, fut traîné dans la boue. Isabelle paya des témoins pour affirmer qu'il avait été battu, montrant des bleus falsifiés sur des photos volées. Marcus, furieux, enquêta. Cette sorcière ne s'arrêtera donc jamais? Grogna-t-il en compilant des dossiers épais comme des bibles. Mais Isabelle frappa plus fort. Elle usa de l'influence de son mari pour faire pression sur les services sociaux, qui débarquèrent un matin pluvieux, arrachant Pierre des bras de Marie sous des cris déchirants, le plaçant en foyer d'urgence sous prétexte de danger imminent. Marie hurla de douleur, s'effondrant sur le sol mouillé. « C'est un enlèvement, elle le fait pour me briser !» Les médias, complices involontaires, titrèrent scandale à Good Spoon. La bienfaitrice masquée en tortionnaire, transformant Marie en paria absolu, les voisins qui jadis la remerciaient, lui crachant au visage dans la rue. Jean Moreau, revenu d'exil pour aider, fut arrêté pour complicité sur un faux témoignage, jeté en cellule où il subit des humiliations, son vieux corps brisé par les gardes corrompus. Feu nord volcanique. Détruire des vies innocentes, corrompre la justice pour assouvir une vengeance personnelle, dans un pays où l'on célèbre Bastille Day pour la liberté, Isabelle, riant dans son manoir aux meubles Louis XV, savourait sa victoire, sirotant un champagne millésimé, tout en ordonnant à Franck, son ombre fidèle, d'intensifier les attaques, fait fermer ce trou à rat pour de bon. Twist glaçant, en fouillant les archives avec Marcus, Marie découvrit un rapport de police jauni, prouvant qu'Isabelle était la conductrice ivre responsable de l'accident qui avait tué les parents de Julien et Sophie 20 ans plus tôt, fuyant la scène comme une lâche, payant des pots de vin pour étouffer l'affaire, un crime impuni qui expliquait sa haine viscérale envers les orphelins, un miroir de sa culpabilité. Elle les a tués, et maintenant, elle me détruit pour cacher son secret, s'exclama Marie, les poings serrés, la rage coulant comme de la lave dans ses veines. Mais avant qu'il ne puisse agir, Isabelle lança une offensive médiatique massive, invitant des victimes payées à témoigner à la télé locale, des enfants acteurs pleurant des larmes de crocodile. Elle nous forçait à laver les sols sans manger. La ville bouillonna, une pétition pour l'arrestation de Marie recueillant des milliers de signatures, forçant les autorités à fermer Good Spoon définitivement, scellant les portes avec des chaînes rouillées, laissant des dizaines de sans-abri dans le froid mordant de l'hiver revenant. Marie, exilée dans un appartement miteux, veilla seule, serrant le dessin de Sophie comme un talisman, murmurant des prières laïques pour une justice divine. Marcus, menacé de radiation du barreau par les connexions d'Isabelle, tint bon. « Nous la ferons tomber, même si ça me coûte tout. » Feu nord apocalyptique, une innocente traînée dans la boue, des enfants manipulés, une corruption rampante qui souille l'âme de la République. Puis, un matin brumeux, une limousine noire s'arrêta devant l'ancien Good Spoon et en descendirent Julien, un homme imposant en costume sur mesure, magnat de la tech avec une fortune bâtie sur l'innovation, et Sophie, une femme élégante aux cheveux longs, artiste renommée dont les toiles exposées au Louvre capturaient l'âme humaine. Ils avaient été adoptés par une bienfaitrice, éduqués dans les meilleures écoles, mais n'avaient jamais oublié Marie, traquant son histoire via des détectives privés. « Nous sommes de retour, et cette fois, pour vous venger, » murmura Julien en serrant Marie dans ses bras, ses yeux noirs brillant d'une détermination farouche. Sophie, larmes aux yeux, tendit une peinture, une scène hivernale où Marie offrait la soupe, un hommage vibrant. Mais Isabelle, alertée, paniqua. Elle envoya des sbires vandaliser l'appartement de Marie, brisant tout, laissant un message menaçant « Taisez-vous ou mourrez ». Twist explosif. Sophie, en confrontant ses origines, découvrit via un test ADN qu'elle était la fille abandonnée d'Isabelle, confiée à une tante lointaine qui l'avait élevée, un lien sanguin tordu qui transformait la vengeance en tragédie familiale. Elle m'a abandonné comme un déchet, et maintenant, elle détruit ma sauveuse, hurla Sophie, la rage la consumant. Julien organisa une conférence de presse à la mairie de Glenmere, invitant médias nationaux, transformant la petite ville en arène de justice.
Marcus présenta les preuves, vidéo de surveillance montrant Franck versant le poison, email incriminant Isabelle dans le sabotage et la diffamation, et le rapport d'accident prouvant son crime originel. La salle bondée retint son souffle, puis explosa en murmures furieux. Isabelle, présente pour se défendre, blêmit, son masque craquelant. « Mensonge! Complot !» cria-t-elle. Mais Franck, rongé par la culpabilité après l'attaque sur Pierre son neveu, témoigna contre elle. Elle m'a forcé à tout faire, y compris couvrir l'accident qui a tué ses parents. Faire nord cosmique. Une meurtrière, une menteuse, une mère indigne, exposée au grand jour. Jean, libéré, applaudit depuis le fond, Pierre serrant la main de Marie. La police arrêta Isabelle sur place, menottes claquant comme un verdict divin, tandis qu'elle hurlait des insanités. « Vous ne comprenez pas, Marie m'a volé la gloire que je méritais. » Mais personne n'écoutait. La vérité éclatait comme un feu d'artifice, lavant le nom de Marie. Julien et Sophie, embrassant leur mère de cœur, promirent de reconstruire Goodspoon en un centre communautaire géant. Twist final du chapitre. Isabelle, en cellule, murmura un aveu. « J'ai tout fait par jalousie et peur. » L'indigné culmine, mais la justice pointe. Likez si vous vibrez de colère et commentez justice pour Marie pour célébrer la victoire imminente. La fin approche, explosive. Marie, entourée de ses sauveurs, sentit un poids s'envoler, mais la bataille n'était pas finie. Isabelle, libérée sous caution grâce à son mari, tenta un dernier coup, embauchant un tueur pour éliminer les témoins. Marcus déjoua le plan, mais Jean fut blessé dans l'attaque, agonisant à l'hôpital. « Ne lâche pas, Marie. » Farnour infini. Même acculée, elle frappe encore. Sophie confronta sa mère biologique en prison. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Isabelle, brisée, pleura. « Pour ma carrière, je regrette. » Mais le regret était trop tard. Julien révéla publiquement le lien ADN, transformant le scandale en affaire nationale. Les médias affluèrent, Glenmire bouillonna, des manifestations pour la justice envahirent les rues. Pierre, guéri, témoigna. « Marie m'a sauvé. Isabelle a essayé de me tuer. » La ville, honteuse, s'excusa auprès de Marie, mais le mal était fait, 20 ans volés. Twist sombre, le mari d'Isabelle, impliqué dans la corruption, fuit le pays, laissant des preuves accablantes. Marie, forte, rouvrit Goodspoon temporairement, servant des soupes sous les applaudissements. Mais Isabelle, enragée, jura vengeance depuis sa cellule. « Ce n'est pas fini, la tension est à son comble, l'indigné, un ouragan. » Préparez-vous pour le chapitre final, la chute finale et le couronnement de la vérité. Si les chapitres précédents ont fait bouillir votre sang jusqu'à l'ébullition, préparez-vous à une explosion nucléaire de rage qui va vous secouer jusqu'au plus profond de votre être, car ce dénouement va vous faire rugir contre une injustice qui a pourri pendant 20 ans, une Isabelle démoniaque enfin démasquée dans toute sa puanteur. Imaginez une femme comme Marie, martyrisée, brisée, et maintenant, la vengeance divine qui s'abat comme un marteau de Thor sur cette harpie corrompue. Si cette apothéose de la justice vous électrise tout en vous révoltant contre les monstres qui pullulent dans notre société française, likez cette vidéo pour sceller notre pacte contre l'hypocrisie et commentez justice pour Marie, pour que des millions de voix hurlent en chœur, ébranlant les palais de la République où les puissants se cachent derrière leurs mensonges. Partagez vos cris de rage dans les commentaires et unissons-nous pour que plus jamais une innocente ne souffre ainsi. Plongeons dans ce climax épique où l'indigné, atteint des abysses infernaux, dans l'arène de la mairie de Glenmire transformée en tribunal populaire, évoquant les procès retentissants de l'affaire Dreyfus, où la vérité finit par terrasser les traîtres. La conférence de presse battait son plein, la salle comble de la mairie, un bâtiment ancien aux murs de pierre froide, orné de portraits de héros républicains comme Robespierre et Jaurès, vibrait d'une tension électrique, les caméras des chaînes nationales braquées comme des fusils, les journalistes griffonnant frénétiquement, la foule hétéroclite de voisins, d'anciens clients et de curieux murmurant comme un essaim d'abeilles enragées. Julien, imposant dans son costume taillé sur mesure, se tenait au pupitre comme un général prêt à la charge, ses yeux noirs flamboyants de fureur contenue, tandis que Sophie, élégante et déterminée, serrait la main de Marie,
assise au premier rang, son visage marqué par les ans, mais illuminé d'un espoir fragile. Marcus Lefebvre, l'avocat au verbe acéré, brandissait un dossier épais comme un annuaire, rempli de preuves irréfutables, vidéos granuleuses de Franck s'infiltrant dans Good Spoon pour verser le poison chimique, email codé où Isabelle ordonnait « Détruisez-la, coûte que coûte », et le rapport d'accident jauni, taché de sang métaphorique, prouvant qu'Isabelle avait tué les parents de Julien et Sophie en conduisant ivre, fuyant comme une lâche et corrompant les policiers avec des enveloppes grasses. « Mesdames et messieurs », tonna Julien d'une voix qui résonnait comme un coup de canon, voici la vérité nue et crue. Isabelle Leclerc n'est pas une femme d'affaires exemplaire, mais une meurtrière, une empoisonneuse, une diffamatrice qui a piétiné des vies innocentes par pure jalousie venimeuse. Elle a tué nos parents, abandonné sa propre fille. Oui, Sophie est sa chair et son sang, prouvés par ADN, et tenté d'assassiner des enfants pour cacher ses crimes odieux. La salle explosa en un tumulte assourdissant. Cris de stupeur, hurlements de rage, flashs crépitants comme des éclairs. Isabelle, assise au fond, blêmie comme un cadavre, son tailleur chic soudain ridicule, ses mains tremblantes agrippant son sac Hermès comme un bouclier futile. Fernor cosmique. Une mère abandonnant son enfant, tuant des innocents, empoisonnant des orphelins, dans une France qui se vante de la maternité sacrée et des valeurs familiales, c'était un blasphème absolu, une trahison à l'esprit de la Révolution qui avait guillotiné les tyrans. Sophie, larmes de fureur coulant sur ses joues, s'avança au micro. « Tu m'as jeté comme un déchet pour ta carrière, mère. Et maintenant tu détruis Marie, la seule qui m'a donné de l'amour vrai? Tu es un monstre. » Isabelle bondit de son siège, le visage tordu par une grimace hideuse, hurlant comme une possédée. « Mensonge! C'est un complot! Marie m'a volé tout. L'admiration, les clients, même ma fille que je n'ai jamais voulu. » La foule rugit, des insultes fusant. Meurtrière, vipère. Franck, traîné sur scène par Marcus, s'effondra en sanglots. « Elle m'a forcé. Pour l'accident, pour le poison. Pierre, mon neveu, a failli mourir par sa faute. » Twist dévastateur. Marcus révéla des enregistrements secrets où Isabelle avouait à son mari politicien. « J'ai écrasé ces gens pour ne pas rater mon rendez-vous d'affaires. Cache-le, ou je te ruine aussi. » L'indignée atteignit un paroxysme apocalyptique, non seulement jalouse, mais une tueuse calculatrice qui sacrifiait des vies pour un agenda, corrompant le système judiciaire français, pays des Lumières où la justice devrait être aveugle mais pas sourde. La police, alertée, surgit dans la salle, menottes prêtes, mais Isabelle, folle de rage, se jeta sur Sophie. « Tu n'es pas ma fille, tu es une erreur que j'aurais dû avorter. » Sophie recula, horrifiée, tandis que Julien s'interposa, poing levé. « Touche-la et je te brise !» La sécurité plaqua Isabelle au sol, ses cris stridents résonnant comme des ongles sur un tableau noir. « Vous ne comprenez pas! Marie était faible, je méritais tout. » J'ai gravi les échelons en marchant sur des corps. C'est comme ça que ça marche en France, avec les connexions et les mensonges. Son aveu spontané, capturé par les caméras, c'est là son sort. La foule hurla « à la guillotine », évoquant les heures sanglantes de 1793, la rage collective bouillonnant comme un volcan en éruption. Marie, debout, larmes aux yeux mais voix ferme, s'adressa à Isabelle. « Je ne te hais pas, je te plains, ta jalousie t'a consumé, mais ma gentillesse survivra. » Isabelle, menottée, cracha. « Gentillesse? C'est pour les faibles. J'ai tout perdu à cause de toi. » Fer Nord insurmontable. Une confession qui expose la pourriture de l'âme, une femme qui préfère la destruction à la rédemption, dans un pays où l'on prône la réhabilitation mais punit les tyrans. Le mari d'Isabelle, paniqué, tenta de fuir par une porte dérobée, mais Marcus l'intercepta avec des preuves de corruption. Pot de vin, faux contrat, un réseau de malversation qui impliquait des élus locaux, un scandale qui fit trembler les fondations de la mairie. Arrestation immédiate, ordonna le procureur présent, les menottes claquant sur les poignets du politicien qui geignit. C'était pour elle, pour notre empire. La salle devint un chaos orchestré. Applaudissements tonitruants pour Marie, huées pour Isabelle traînée dehors sous les flashs, des voisins s'excusant en larmes.
Pardon, Marie, nous avons été aveugles. Jean, sorti de l'hôpital sur un fauteuil roulant, leva le poing. Victoire pour les humbles. Pierre, serrant Marie, tu es ma vraie mère maintenant. Twist émotionnel déchirant. Dans le tumulte, Marie eut une vision fugitive de Louise, sa mère défunte, souriant depuis l'au-delà, comme un fantôme bienveillant murmurant justice est faite, ma fille. Les semaines suivantes furent un tourbillon de guérison. Julien et Sophie, utilisant leur fortune, reconstruisirent Good Spoon en un centre communautaire moderne, avec cuisine high-tech, salle de classe pour les défavorisés et un mémorial pour les victimes d'Isabelle. Un mur gravé des noms des orphelins sauvés, un hommage vivant à la gentillesse triomphante. Marie, couronnée comme une héroïne locale, servit son premier bol de soupe post-scandale sous les acclamations, mais l'indigné persistait. Isabelle, en prison, tenta un suicide raté pour attirer la pitié, hurlant dans les médias. « Je suis la victime d'une chasse aux sorcières. » Un mensonge final qui raviva la rage collective. Son procès devint un spectacle national. Des témoins affluents pour dénoncer ses abus. Employés exploités, fournisseurs ruinés, enfants traumatisés. Elle a empoisonné nos âmes autant que nos corps. Témoigna Franck, brisé mais libéré. Twist ultime. Kitchtine a coupé le souffle. Lors du verdict, Sophie confronta Isabelle une dernière fois en cour. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Isabelle, effondrée, avoua entre sanglots. « Parce que tu me rappelais ma faiblesse, mais maintenant, je vois que tu es plus forte que moi. » Le juge, martelant son marteau, coupable sur tous les chefs, meurtre, sabotage, diffamation, 30 ans ferme. La salle explosa en ovations, Marie embrassant Sophie. « Tu as une famille maintenant, avec moi. » Good Spoon devint un symbole national, inspirant des chaînes similaires à travers la France, un réseau de bonté qui défiait les Isabelles du monde. Mais l'indignée ne s'éteint pas. Elle fule pour changer, pour veiller à ce que plus jamais une gentillesse ne soit piétinée. Marie, dans un discours final, « La jalousie détruit, mais l'amour reconstruit. Souvenez-vous, un bol de soupe peut changer le monde. » Et ainsi, la saga se clôt, avec la victoire de la lumière sur les ténèbres, mais la rage contre l'injustice reste, nous rappelant de rester vigilants. Si votre cœur bat encore la chamade, likez pour honorer Marie et commentez justice pour Marie, pour que cette histoire vive éternellement. Avez-vous vécu une injustice similaire? Partagez ci-dessous, car votre voix compte. Fin. L'histoire de Marie, une femme humble brisée par la jalousie et la malveillance mais ressuscitée par la justice et la gratitude, est un miroir puissant des valeurs humaines qui résonne profondément dans la culture française. Cette saga, pleine de rage, de douleur et de triomphe, n'est pas seulement un récit dramatique. Elle est une parabole moderne qui nous pousse à réfléchir à nos actions, à nos choix et à notre rôle dans un monde souvent cruel. En France, où l'idéal républicain de liberté, d'égalité et de fraternité guide la société, l'histoire de Marie nous rappelle que ces valeurs ne sont pas des mots creux gravés sur les frontons des mairies, mais des principes vivants qui exigent du courage, de la persévérance et, par-dessus tout, de la compassion. À travers cette analyse, explorons les émotions suscitées par cette histoire et les leçons qu'elle nous enseigne, applicables à notre quotidien, dans l'esprit d'une réflexion philosophique à la française, où l'introspection se mêle à l'action. Une indignation face à l'injustice. Un appel à l'empathie. L'histoire de Marie suscite d'abord une indignation viscérale, une fer-nord qui brûle comme un feu dans le cœur. La cruauté d'Isabelle, qui détruit une femme innocente par pure jalousie, évoque les pires travers humains, l'envie, l'hypocrisie, la soif de pouvoir. Cette rage est universelle, mais elle trouve un écho particulier en France, où l'histoire est marquée par des combats contre l'oppression, des révoltes populaires aux écrits de Voltaire contre les abus. Quand Isabelle accuse Marie de crimes odieux, vol, maltraitance, empoisonnement, elle manipule la vérité, une tactique qui rappelle les dénonciations anonymes des temps troubles, comme sous l'occupation ou les procès arbitraires. Cette injustice nous révolte car elle viole l'idéal de justice cher à la culture française, où des figures comme Zola, avec son J'accuse, ont montré que la vérité doit triompher, même face à la corruption. La leçon ici est claire. Face à l'injustice, nous ne pouvons pas rester passifs. Dans nos vies, nous croisons tous des Isabelles,
des personnes qui, par envie ou ambition, cherchent à écraser les autres. Que ce soit un collègue qui répand des rumeurs, un supérieur qui favorise ses alliés ou une société qui marginalise les plus faibles, nous devons cultiver l'empathie active. En France, où la solidarité est une valeur cardinale, incarnée par des figures comme l'abbé Pierre ou des initiatives comme les Restos du Cœur, nous apprenons que tendre la main à autrui, comme Marie avec son bol de soupe, est un acte de résistance contre la froideur du monde. Appliquons cela. Au travail, soutenons un collègue injustement critiqué. Dans la rue, offrons un sourire ou un café à un sans-abri. Dans nos familles, écoutons ceux qui souffrent en silence. L'empathie n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour construire une société plus humaine. La résilience face à l'adversité. Un modèle de courage, l'histoire de Marie est aussi un hymne à la résilience, une qualité célébrée dans la culture française à travers des héros comme Jeanne d'Arc ou des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Malgré les trahisons, les humiliations, la perte de sa mère et la ruine de sa réputation, Marie ne cède jamais au désespoir. Elle reconstruit Good Spoon, sert les démunis, et même face à la haine collective, elle reste fidèle à ses valeurs. Cette persévérance évoque l'esprit de la lutte, un concept cher aux Français, qu'on retrouve dans les grèves ouvrières ou les manifestations pour les droits sociaux. Marie incarne ce que Camus appelait la révolte face à l'absurde. Refuser de plier devant un monde injuste, même quand tout semble perdu. La leçon pour nous est d'embrasser cette résilience dans nos propres combats. La vie, comme à Glenmire, est pleine d'épreuves. Un licenciement injuste, une trahison amicale, une maladie qui frappe un proche. Mais l'histoire de Marie nous enseigne que la force ne vient pas de la vengeance, mais de la constance dans nos principes. En France, où l'on valorise l'intégrité, pensons à Simone Veil, qui a surmonté les horreurs pour défendre les droits des femmes. Nous devons apprendre à nous relever, pas à pas. Cela signifie continuer à travailler dur malgré les échecs, défendre nos idées même sous la critique, et surtout, ne jamais laisser la haine des autres éteindre notre lumière intérieure. Chaque fois que nous tombons, comme Marie, levons-nous avec un bol de soupe métaphorique, une action positive, un projet, un geste d'amour. La puissance de la gentillesse désintéressée, le cœur de l'histoire, c'est la gentillesse de Marie. Un acte simple, offrir une soupe à 2 orphelins, qui changent des vies. Dans la culture française, où l'on célèbre la générosité à travers des traditions comme les soupes populaires ou le téléthon, cet acte résonne comme un rappel. La bonté n'a pas besoin de projecteur. Julien et Sophie, sauvés par ce bol de soupe, reviennent 20 ans plus tard, non pas pour rendre un service, mais pour rendre justice. Leur gratitude, leur succès, leur amour pour Marie montrent que la gentillesse est une graine qui germe lentement, mais puissamment, comme les vignes patientes du Bordelais qui donnent les meilleurs vins après des années. La leçon pratique est d'agir sans attendre de reconnaissance. Trop souvent, nous hésitons à aider par peur de ne rien recevoir en retour ou d'être mal compris comme Marie l'a été. Mais son histoire prouve que la gentillesse, même invisible, tisse des liens éternels. Dans nos vies, cela peut être aussi simple que d'écouter un ami en détresse, d'offrir un coup de main à un voisin ou de donner du temps à une association. En France, où la devise fraternité est gravée dans l'ADN national, chaque petit geste compte. Imaginez, un café payé pour un inconnu, une lettre d'encouragement, un don anonyme. Ces actes, comme le bol de soupe de Marie, peuvent transformer une vie sans que nous le sachions jamais. Le triomphe de la vérité, un appel à la vigilance. Enfin, l'histoire célèbre le triomphe de la vérité, un thème cher à la France, pays des Lumières où Rousseau et Diderot ont exalté la raison contre l'obscurantisme. La chute d'Isabelle, exposée par les preuves implacables de Julien, Sophie et Marcus, est une catharsis qui soulage notre rage. Mais elle nous rappelle aussi une dure réalité. La vérité exige du temps, des alliés et une lutte acharnée. Isabelle, avec son pouvoir et ses mensonges, incarne ces figures modernes qui manipulent les médias, corrompent les institutions et prospèrent sur la crédulité collective. Sa confession finale, brisée par la honte, évoque les chutes tragiques des drames de Racine, où les coupables s'effondrent sous le poids de leurs propres péchés. La leçon ici est de rester vigilant. Dans notre monde saturé de fake news et de réseaux sociaux toxiques, nous devons apprendre à questionner, à chercher la vérité, à défendre les innocents. En France,
où le débat public est une institution, des cafés parisiens au plateau de France Culture, nous avons le devoir de ne pas avaler les rumeurs sans réfléchir. Cela signifie écouter les deux côtés, soutenir les faibles et dénoncer les abus, même au risque de déplaire. Comme Marcus, soyons des avocats de la vérité dans nos cercles. Au travail, dénonçons une injustice. En famille, refusons les préjugés. Sur Internet, partageons des faits, pas des ragots. La victoire de Marie nous montre que la vérité, bien que lente, finit toujours par éclater, comme un soleil perçant les nuages après une tempête. Cette histoire de Marie, c'est un miroir de nos âmes, un défi à être meilleur, à incarner les valeurs françaises de fraternité et de justice. Dans un monde qui veut nous rendre cyniques, elle nous apprend à être empathiques, résilients, généreux et vigilants. Appliquons ces leçons chaque jour. Offrons un sourire, défendons un innocent, persévérons face à l'adversité, cherchons la vérité. Car, comme Marie, nous pouvons tous être une petite flamme dans l'obscurité, un bol de soupe qui réchauffe un cœur glacé. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous vibrez d'indignation et d'espoir, likez cette vidéo pour montrer que vous croyez en la justice. Partagez-la pour inspirer d'autres à agir avec bonté. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits qui réveillent l'âme. Et dans les commentaires, criez justice pour Marie, ou partagez votre propre histoire de gentillesse ou d'injustice, car votre voix peut changer le monde, un cœur à la fois.